Salut Pascal, comment vas-tu? Salut Younes, grande forme et toi? Ouais, ça va bien, merci. Plaisir de te retrouver. On a pas mal de choses à commenter. Donc, je vous passe rapidement les sujets pour ceux qui voudront choisir les chapitres. On pensait ne plus parler d'Europe, mais au final, après l'interview de Madame Lagarde, il y a pas mal de choses, il y a pas mal de choses à discuter, notamment suite à l'élection de Trump. On parlera aussi de Sam Altman, le fondateur de OpenAI, son salaire et comment il va faire comment il fait pour recruter les talents de Google. On parlera de Blue Sky, la messagerie de l'ancien CEO de Twitter, Jack Dorsey. L'interview choc de Mark Andreessen avec Joe Rogan Experience. Donc là, c'est un truc incroyable. J'espère qu'ils vont pas la déliter parce que la supprimer parce qu'il en parle, enfin il parle de choses incroyables qu'on n'imaginait même pas. Et on finira avec le social media ban. Donc l'Australie va interdire les réseaux sociaux à partir de, je crois, novembre 2025 pour les personnes de moins de 16 ans, pour les ados de moins de 16 ans. Donc t'as lu comme moi l'article de Lagarde dans le Financial Times où Mm. elle considère l'Europe comme un musée et elle se dit justement il ne faut pas que ce musée soit figé dans le passé alors que Donald Trump s'apprête à relancer une guerre commerciale avec des tarifs douaniers punitifs. La présidente de la Banque centrale européenne, donc Madame Lagarde, appelle l'Europe à sortir de sa torpeur. Au lieu de réagir par des représailles, elle propose une stratégie pragmatique acheter américain pour éviter l'impasse, gaz naturel, équipement de défense, innovation agricole. Tout est sur la table pour éviter que l'économie mondiale s'effondre. Pascal, c'est pas mal de choses à couvrir. On s'était promis de laisser l'Europe de côté pendant plusieurs semaines, mais au final, il y a tellement de choses de cagades qui se passent qu'on est obligé de couvrir ça. Hein. On n'y arrive pas, hein. Ça nous colle au basket comme quand tu as marché dans un chewing-gum avec tes Nike. Non, mais peut-être pour donner juste un soupçon de contexte. Trump a été élu aux États-Unis, puis une des choses dont il a parlé, mais on ne sait pas s'il va le faire vraiment, mais c'est assez probable, c'est qu'il veut introduire des tarifs, donc des tarifs douaniers sur certains produits. Et la question, les guerres commerciales entre régions du monde ou entre États, ça se termine jamais très très bien, donc ça rend tout le monde un peu nerveux. Il faut pas oublier une chose, c'est qu'en fait, Trump, c'est un homme d'affaires avant tout. Il a écrit un bouquin, The Art of the Deal, l'art du deal, pas le l'art des, mais l'art T. Et il négocie. Et elle le dit, d'ailleurs, Lagarde dans l'article, en fait, il évoque des tarifs douaniers entre 10 et 20%, c'est du simple au double, donc en fait, c'est une invitation à négocier. Donc je pense que c'est une bonne chose, elle a une position qui est tout à fait raisonnable. Elle a bien entendu raison d'envoyer le message qu'il faut que l'Europe se dynamise, c'est clair. Peut-être une observation, moi ce qui m'a frappé en fait dans cet article, c'est que donc Madame Lagarde, c'est la patronne du Fonds monétaire international, mais en fait, Elle était, et puis maintenant elle a la BCE, elle a la ouais, Banque ouais, centrale, ouais. mais Elle a fait les deux choses. le truc, c'est que le FMI, c'est une partie du monde. Ça comprend plus les BRICS. Ok. D'accord? Ce qui se passe maintenant, en fait, de manière globale, c'est qu'en fait, il y a deux pôles qui émergent. Il y a l'Europe, les États-Unis, le Japon, etc. Puis de l'autre côté, les BRICS, donc le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud. Mais dedans, on peut rajouter l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, les Émirats arabes unis, peut-être l'Arabie saoudite, c'est en train d'être discuté. Donc ça veut dire qu'il y a quand même toute une partie du monde qui est en train de préparer la dédollarisation, qui est en train de s'échapper en fait de ce système et enfin de s'échapper, de créer une série d'alternatives, que ce soit les outils ou autres. Et une des choses en fait qui les a motivés puis qui les a mis en route, c'est la manière dont le FMI, la BCE, les Américains ont géré la crise de 2007-2008. Et puis là, les Chinois ont dit, mais les gars, ça va pas du tout là, ce que vous faites. Donc ils ont fait émerger ce pôle différent. Ils ont maintenant une espèce de monnaie comptable pour faire la balance entre États
qu'ils sont en train de mettre au point, un peu comme l'écu à l'époque du début d'Europe ou de l'intégration européenne. Et je pense que ce qui est frappant pour moi dans cet article, c'est qu'en fait, c'est une petite partie du monde qui se parle à elle-même. Ouais. C'est-à-dire que c'est les États-Unis et l'Europe qui commencent à négocier. Alors la manière dont Madame Lagarde le fait, c'est très malin. Elle défend les intérêts de l'Europe, elle envoie un message clair, elle dit qu'il faut pas s'énerver, qu'on va discuter. C'est bien, c'est super bien calibré, elle fait super job, rien à dire. Je pense que c'est bien de faire ça. D'ailleurs, en Suisse, on a acheté des F-35, hein, c'est pas. Pourtant, c'est un des pires avions, hein, de ce que j'ai pu entendre. C'est Je, vraiment de la dope. je sais pas, moi, je suis pas pilote, j'en sais rien, mais Ah, il y disons, a eu pas mal de retours là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui en parlaient et comme quoi c'était une catastrophe et tout. ouais. Et c'est beaucoup d'Américains. Enfin, j'ai pu lire ça sur X. Et au final, ouais, on fait l'effort d'acheter de la dope pour maintenir ces bonnes relations. C'est ce que tu veux dire? En tout cas, on a acheté américain, alors qu'il y avait d'autres options. Donc, il est tout à fait possible qu'en fait, ça fait un moment en fait que c'est déjà en cours. Cette espèce on est en train de renforcer ce pôle Amérique, Europe, Japon, mettons-les dedans, Corée du Sud éventuellement, quoique. Et en fait, c'est rigolo de voir que les journaux européens, occidentaux, comme le FT, Financial Times, en fait, ils parlent que de cette partie du monde-là. Ça me fait assez marrer parce qu'il y a eu récemment un sommet des BRICS. Il y a des tas de choses intéressantes qui se passent de l'autre côté du monde. Et là, c'est pas tellement mis en lumière. Alors qu'en fait, pour qu'une zone géographique soit prospère et puis qu'elle se porte bien, en fait, il faut qu'elle ait une place dans le monde, pas juste à, par rapport à ses alliés. Ouais. Et Tu vois, est-ce que alors là, on parle d'une négociation entre les États-Unis et l'Europe. Donc, en fait, c'est des gens qui sont censés être dans le même groupe. Oui, bah en fait, si on résume, c'est négociations entre l'Europe et les États-Unis. Et donc, Ouais, l'Europe va suivre 100% les États-Unis. Puis après, c'est les États-Unis qui vont négocier avec les BRICS, avec les autres gros acteurs. Et puis, nous, on sera derrière les États-Unis. Mais justement, moi, je ouais. voulais te poser la question en termes de vision et en termes de stratégie. Est-ce que tu ne penses pas que le fait de l'élection de Trump peut ouvrir de nouvelles opportunités, justement des nouvelles options pour l'Europe, pour se réinventer, pour revoir son économie, répondre aux défis, à certains défis et tout. Est-ce que tu ne penses pas qu'il y a quelque chose à jouer là si on est un peu plus smart que de penser aux droits de douane? Bon, alors, je dirais les droits de douane, si l'administration américaine, elle va de l'avant avec ses droits de douane, l'Europe, la Suisse, enfin bref, tous les pays concernés vont être obligés de se positionner par rapport à ça. Ce que fait, à mon avis, l'élection de Donald Trump, c'est qu'elle clarifie le jeu et puis qu'elle va accélérer ce déplacement vers une multipolarité qui sera plus prégnante. Ça va être plus rapide. Ça avait commencé avec Obama qui avait parlé dans ce fameux discours du pivot vers l'Asie. Donc c'est pas quelque chose de nouveau. Mais là, ça va l'accélérer et je pense que l'autre chose que ça fait, c'est qu'en fait, il va y avoir une emphase plus grande aux États-Unis sur les sociétés tech, sur la crypto, l'IA, etc. Ils vont commencer à aller plus vite parce il est proche des gens qui connaissent ça très très bien et que c'est clair et net que les technologies digitales vont être utilisées comme un asset pour en fait faire rentrer des sous aux États-Unis. Ils ont tous les moyens de le faire. Ils auraient tort de s'en priver. Je pense que ça risque un peu de créer l'illusion en fait que le monde c'est les États-Unis et l'Europe et c'est absolument pas vrai. C'est devenu une petite partie. C'est plus vrai, ouais. C'était peut-être vrai il y a Plus vrai. Ouais, quelques ouais, années, mais maintenant, c'est plus vrai, quoi. Et on voit le ouais. développement des BRICS, justement, où enfin, ça se développe beaucoup plus vite que l'Europe. Et puis, on Oui. peut dire que le futur est là-bas, où en fait, les accords commerciaux vont être là-bas. C'est pas que là-bas, et puis ça prend du temps, et puis ça se passe sur des décennies. Mais si on veut, il y avait ce poste de David Galbraith qui disait que maintenant l'Europe c'était un pourcentage beaucoup plus petit de l'économie mondiale. Et puis pour donner, alors j'ai pas réussi à savoir d'où il sortait ces chiffres, mais imagine, on sent que c'est probablement les ordres de grandeur sont justes.
qu'en 1900, l'Europe, c'était environ 40% de l'économie mondiale, ce qui est énorme, hein, c'est 40%, 4 sur 10, donc un peu moins de la moitié. Quand dans les années 2000, c'était plus de 25%. D'accord, donc c'est une chute qui est déjà considérable. Et que maintenant, en 2024, donc presque 25 ans plus tard, on est à 21%. Ça veut dire que l'Europe, si ces chiffres sont justes, ça représenterait un cinquième de l'économie mondiale. Alors ça veut pas dire, ça ce sont les flux économiques et pas les stocks, hein, c'est pas la richesse. L'Europe est encore très très riche. On va pouvoir continuer à délirer pendant des années sans que ça se voit trop. Mais la réalité, c'est qu'en fait, les zones dynamiques, en fait, elles sont plus centrées autour de l'Europe. Et c'est ce que ces chiffres montrent. Et je pense qu'il faut que dans les émissions suivantes, on commence à s'intéresser un peu plus à ce qui se passe en Asie, parce que c'est quand même là il y a un pôle aux États-Unis, puis il y a un pôle en Chine, où en fait, c'est extrêmement dynamique. Et les pays qui rejoignent les BRICS, ils font pas ça parce que enfin, je veux dire, ils défendent leurs intérêts bien sentis parce qu'ils veulent se mettre. C'est comme quand tu fais du vélo, tu te mets derrière quelqu'un qui va plus vite, ça coupe le vent, puis tu peux avancer plus vite. Tu prends la roue de quelqu'un. Donc, il y a cette restructuration en fait de l'économie globale qui est en train d'avoir lieu. Et l'élection d'un président américain pour l'Europe, ça a une immense importance parce qu'on est dans cette même espace psychique, enfin dans ce même espace de pensée. Et je suis pas en train de faire l'apologie de la Chine du tout, c'est pas du tout ça, mais il faut simplement prendre l'habitude de se renseigner et d'essayer de comprendre ce qui se passe à l'autre bout du monde, d'y voyager, d'y aller, de se rencarder, parce que c'est quand même là que ça se passe en grande partie. Et justement, ça nous amène sur l'interview choc de Mark Andreessen avec Mhm. Joe Rogan, donc sur Joe Rogan Experience, le podcast le plus regardé au monde. On rappelle que l'interview qu'il a faite avec Trump, elle a fait 50 millions de vues. Ouais. Donc Mark Andreessen, c'est on va dire un grand entrepreneur qui avait Netscape, il me semble, un des Ouais. premiers browsers. Et ensuite, il a un fonds d'investissement A16 avec Ben Horowitz qui gère 40 milliards d'assets sous gestion. C'est pas rien. Et donc lui, c'est une personne très bien connectée, qui a l'habitude de discuter avec les présidents. Il l'a fait à l'époque avec Clinton, etc., etc. Et justement, bah, il a fait une interview super intéressante où il dévoile des choses dingues. Où même au sein des États-Unis, il y avait des gros problèmes liés au développement de certaines innovations type fintech, type crypto, où on apprend qu'il y avait certains fondateurs qui ont été débunkés, c'est-à-dire qu'ils n'avaient plus accès à leur compte, donc du jour au lendemain, parce qu'ils étaient dans la crypto et puis l'administration Biden était contre la crypto, donc ils leur ont interdit d'avoir de compte bancaire, ils devaient utiliser du cash, et il y a plein de choses qui sont sorties, donc on vous mettra le lien. Pour ceux qui parlent pas l'anglais, c'est pour ça qu'on vous donne quelques informations et où aussi, enfin, je te laisse aussi rajouter. Je trouvais aussi l'information intéressante par rapport à l'IA, comme quoi ils étaient, enfin, ils sont en train de secrètement réguler tout ce qui est IA et où on voit sur certains, notamment ChatGPT, où des fois il y a des biais liés aux partis politiques et aux idéaux qu'ils veulent pousser. Ben, alors, pour toutes celles et ceux qui parlent suffisamment bien l'anglais, il faut absolument écouter cette interview. Elle est vraiment passionnante, c'est 3 heures. Mais alors, juste peut-être une incise, mais Mark Anderson, il est brillantissime, mais il parle très très vite. Puis il y a un mime maintenant qui circule sur Internet où ils disent qu'il faut regarder la vidéo en 0,5. Il parle tellement vite que Il n'y a pas besoin de l'accélérer. Là, tu dois non, 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 ralentir. tu peux pas l'accélérer, il parle beaucoup trop vite. Donc voilà, mais il est très rigolo. Et puis, une des choses que je trouve assez étonnante, que j'ignorais complètement en fait, mais il y a donc cette émergence en fait de la fintech et du monde de la crypto. Et ils avaient un employé dans ce fonds d'investissement A16, dans son job title, donc dans la description de son travail, il y avait le mot crypto. Et le mec, il reçoit
un papier de sa banque qui lui dit, bon, ben mec, ciao, on te veut plus. Ce qu'une banque a le droit de faire, parce qu'en fait, c'est une société privée, elle a le droit de dire, ben voilà, on vous veut plus, vous, comme individu, en tant que client, des personnes exposées politiquement, etc. Et en fait, il semblerait que il citait une trentaine de cas aux États-Unis d'entrepreneurs ou de personnes qui étaient impliquées dans la scène crypto. Et ce qui me choque, c'est pas tellement que le gouvernement décide que pour la stabilité économique, il faille réguler un secteur. Ça, bon, ben voilà, Ça je arrive. veux dire, non, mais si tout d'un coup les banques tombaient, ce serait quand même ennuyeux un petit peu pour tout le monde. Donc, je commente même pas ça. Mais ce qui est assez zinzin, c'est la manière dont ils l'ont fait, où en fait, ils ont privé quelqu'un de la possibilité d'avoir un compte bancaire, donc une trentaine d'entrepreneurs dans la crypto, puis qu'ont fait les gens. Tu dis, bon, ben moi, la crypto, bon, c'est la kryptonite, tout d'un coup, un peu comme Superman. Hein, et puis tu dis, ben, je vais faire autre chose, hein, je vais travailler, je sais pas, sur des barres chocolatées, sur des sources d'énergie nouvelles. Enfin bref, si tout d'un coup la crypto, ça devient un peu radioactif et puis que tu peux plus y toucher parce qu'en fait administrativement on t'empêche de le faire, euh, c'est vraiment pernicieux. Et ce que je trouvais intéressant, c'est qu'en fait l'industrie de la crypto, en fait, qui est-ce qu'elle met en danger? En fait, c'est le monde bancaire traditionnel, Exact. clairement. Et puis c'est le monde bancaire traditionnel qui te dit, ben voilà mec, t'as plus de compte, tu fais quoi? Tu mets des billets sous ton matelas, puis c'est compliqué. Et du coup, En plus, il y a plein de gens, je te coupe, mais il y a plein de gens qui vas-y. sont interdits bancaires. Et puis, on voit comment c'est Ouais. difficile, justement, parce que c'est pas juste tu te faisais sortir de ta banque, je sais pas, où tu étais à JP Morgan, mais c'est que Mhm. ils te blacklistaient dans Ouais, toutes les partout. banques et du jour au lendemain, tu n'as Ouais, plus ouais. accès à rien. T'as plus accès aux services financiers et c'est une dinguerie et ça sent un peu la magouille parce que le fait que ça a été fait de manière administrative comme ça, sans comme ils disent aux États-Unis, without due process, ça veut dire si tout d'un coup il y a un problème, eh ben on va t'en informer, tu vas pouvoir te défendre, éventuellement prendre un avocat, etc. Ok, la justice c'est pas parfait, mais au moins c'est un système et puis un processus qui te laisse une chance de qu'est-ce qu'on te reproche, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier, etc., etc. Et puis là, c'était vraiment fait behind the doors, donc c'est fait de manière cachée. Et je trouve intéressant en fait que la technologie maintenant, elle justifie en fait un usage du pouvoir qui est aussi malsain. En fait, c'est pas très démocratique ce truc. Et c'est ce qui est intéressant, c'est ce qu'ils expliquaient justement, où ils disaient que le gouvernement n'avait pas besoin de le faire devant un juge, n'avait pas besoin de, Ouais, comme tu dis, de due process parce que ils étaient déjà cul et chemise avec les banques. Et donc, un coup de téléphone d'un préfet ou d'un, je sais pas comment on appelle ça là-bas aux mmh, États-Unis, à la banque, et puis ils fermaient le compte tout de suite. Et puis, il n'y avait aucun endroit où tu pouvais aller demander, ouais, négocier et tout. Donc, ce que je trouve intéressant, c'est que souvent, nous, on challenge un petit peu l'Europe en termes d'innovation, mais là, de voir que ça se passait aux États-Unis, qui fait quand même la promotion des innovations technologiques et qui est quand même bien plus avancé que nous, ça fait aussi peine à voir, en fait. oui, puis ça montre qu'en fait, les business historiques, genre les banques, ils ont quand même un certain pouvoir. Hein, Ouais, un hein. super gros pouvoir. Parce que on parlait de l'élection de Trump. Bah, maintenant que Trump il a été élu, en fait, c'est des histoires qu'ils peuvent raconter. Ça fait un moment que ça dure. C'est juste qu'ils n'osaient pas en parler. Ouais, exactement. Je crois que ça faisait plusieurs, Hein, plusieurs années. Hein. C'était pas, ouais, et A16, c'est un des plus gros investisseurs crypto. Et il ouais, racontait justement, Mark Andreessen, qu'il avait fait des rendez-vous avec le gouvernement. Puis directement, les gens, ils lui disaient, écoute, laisse tomber. On a déjà sélectionné deux, trois startups, deux, ouais, trois boîtes qui vont être dans la crypto. Ne faites rien, on s'en occupe et tout. Et puis, hein, tu vois, où en fait, ils créent ce monopole. Et ils mhm, expliquaient aussi justement que tu as des industries où tu peux pas rentrer comme ça et puis qui vont protéger les incumbents comme ouais. enfin, ceux qui sont là Mais, depuis longtemps ouais. et que tu n'as aucun moyen d'y entrer. Mais encore une fois, moi, qu'on protège les incumbents parce qu'il faut que ce soit une transition qui soit douce et ordonnée, je peux parfaitement l'entendre parce que je pense qu'il y a personne en Europe, aux États-Unis ou dans le monde qui se dit, oh ben voilà, les banques, c'est super, on va tout faire péter, il y en aura plus. Si ça arrive, je veux dire, c'est la bérésina. Il faut surtout pas que ça se passe comme ça.
Donc, le fait qu'on accompagne ce processus, c'est tout à fait raisonnable. Mais l'idée de la démocratie, c'est quand même qu'on en parle et puis, qu'on discute. Hein, c'est toujours cette idée. Hein, il faut parler, parler, parler. Et puis qu'on discute de manière ouverte sur la manière dont on va le faire, pourquoi, comment, etc. Là, ce qui est très pervers, c'est qu'en fait, c'est behind closed doors. Donc, c'est des espèces de petits secrets entre amis. T'inquiète pas, mec, on a déjà choisi le gagnant. Ouais, C'est pas très marché, c'est pas très libéral comme approche, ouais, ni très démocratique, hein. moi, c'est ce qui m'a vraiment surpris, tu vois. Et comme je Mhm, t'ai dit, nous, on faisait enfin, souvent l'apologie des États-Unis en termes d'innovation. Et là, tu vois, bon, c'est que crypto et fintech, mais on peut l'imaginer que sur certaines autres industries, il doit se passer la même chose. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir maintenant comment les gens vont réagir par rapport à cette interview choc et voir s'il y mhm. a des représailles sur Marc Andreessen et tout, parce que j'imagine que, enfin, je sais pas comment ça va se passer par rapport à l'élection enfin, Trump a été élu. Est-ce que vraiment il va pouvoir protéger tous les gens qui sont avec lui, qui côtoient? Oh, Je je sais pas ce que pense tu en qu'il est. penses. Oh, non, non, mais s'il l'a dit publiquement, c'est qu'en fait, il sait déjà qu'en fait, Il ça va sait. bien se passer. Ouais, bien sûr. Il aurait pu le dire avant, hein. Il ne l'a pas fait. C'est pas pour rien. Il a attendu que ce soit safe. Mais c'est assez sain. Ça veut dire que, s'il veut, souvent, c'est un peu comme quand tu diriges une entreprise. Il y a des fois où on te rapporte des problèmes, puis tu dis, oh bah zut, j'en ai marre, il y a plein de problèmes. Mais en fait, quand on dirige un État ou une entreprise, il y a deux types de problèmes. Il y a des problèmes qui existent, mais dont on ignore tout. Puis il y a les problèmes dont on parle. Alors, Mm. psychiquement, ça charge un peu d'être au courant de trop de difficultés ou de défis. Mais c'est quand même, à mon avis, préférable de savoir qu'en fait, là, il y a une thématique dont il faut s'occuper. Et le fait que ça puisse être dit, euh, je veux dire, parler des choses et puis les rendre publiques, c'est quand même la lumière, c'est un bon antidote aux magouilles. Enfin, c'est le moins pire des systèmes. C'est la démocratie, on en cause et puis on trouve une solution en ayant parlé. Mais ces espèces de magouilles entre amis, de choses cachées, c'est pas très bon. Mais encore une fois, le fait de stabiliser le secteur bancaire et de faire en sorte qu'il puisse vivre une transition qui soit aussi douce et harmonieuse que possible, c'est complètement raisonnable parce que personne n'a intérêt à ce qu'il explose. Après, tu vois, quand les gens disent ah il faut tout foutre en l'air, puis Non, tu peux recommencer, pas. On avait vu, tu te je peux souviens à pas. l'époque avec, c'était qui Cantona, il me semble qu'il avait dit ça. Allez tous Ouais, retirer vos sous et tout. Ça avait foutu un ouais, bordel monstre, je crois, avec la BNP, etc. Et ouais, que, ouais, on n'a aucun intérêt. Enfin, nous, on le voit avec les banques systémiques, hein. À hein, l'époque, si l'UBS avait fait faillite, ça aurait été très, très ah, compliqué hein, pour tous les épargnants et hein, les business. Donc, et justement, est-ce que tu penses que c'est plus un appel, enfin, de ce que j'ai pu voir de Trump, il y a plus un appel au pardon. On voit que, comme tu le dis, Mark Andreessen, il en parle, donc c'est un peu une manière de crever l'abcès. mhm. Je sais pas quel est ton point de vue là-dessus. Est-ce que tu penses qu'il va y avoir une guéguerre ou enfin, c'est un peu comme Lagarde, elle dit bah, acheter américain, Non, évitons non, un conflit. Et là, aux ouais. États-Unis, est-ce qu'ils vont régler leurs problèmes aussi? Non, mais la guerre, elle est terminée. Trump a gagné, c'est réglé. Ok, toi tu vois De aussi mon point clairement de que ça. oh, sinon, je pense qu'il aurait jamais dit ça publiquement devant 50 millions de gens. Il est pas fou. Et, et du coup, c'est d'ailleurs aussi, je pense que pour ça que je pense que c'est OK pour nous d'en parler, moins de risques, si tu veux. C'est qu'en fait, maintenant, et c'est ce que je disais dans une émission précédente quand je disais, bah, je pense que les États-Unis, maintenant, ils sont en train d'accélérer leur digitalisation. Ils vont avoir ce Dodge, ils vont faire toute une série de choses pour en fait accélérer l'innovation. Et le fait de parler des errements ou des atermoiements qu'on a eu dans le passé, etc., ça, ils ouvrent les volets, ils ouvrent les fenêtres pour se relancer plus vite. C'est ça qu'ils sont en train de faire. Donc, euh, non, non, moi je pense que la bataille, elle est déjà, c'est déjà terminé. Je te rejoins sur ce point et on pourrait dire que jusqu'à l'élection, mais même avant, ça a été un peu facilité via ces nouveaux médias dont on parlait la dernière fois avec, Hum, avec YouTube, avec
sur le podcast de Joe Rogan, où ils ont parlé beaucoup de politique, et puis via X, donc anciennement Twitter, où justement les langues se délient, et puis le fait d'avoir plusieurs approches, plusieurs opinions. Et on le voit justement avec la plateforme Blue Sky qui avait justement été créée par Jack Dorsey, où tu as pas mal de gens qui étaient un peu mindset woke, qui étaient partis sur Blue Sky, et en fait qui reviennent sur X, parce que voilà, ça fait pas forcément le taf d'être sur Blue Sky. Donc j'ai l'impression que la mentalité woke, ce qui a été fait dans le passé, va changer. Je pense que stratégiquement, les démocrates, leur cheval de bataille était assez faux. Et on le voyait notamment avec des grandes boîtes qui ont soutenu et puis changé un petit peu leur proposition de valeur, que ce n'était pas forcément la bonne cible et la bonne manière de faire. Donc, on imagine qu'on va retourner sur quelque chose de plus simple et de moins, je sais pas, de moins clivant. Oui, alors, bon, il y a plein de choses à dire, mais peut-être par rapport à Blue Sky. Donc, en fait, Blue Sky, c'est intéressant parce que c'était une initiative qui a été menée par Jack Dorsey, donc le fondateur de Twitter, quand ça s'appelait encore Twitter. Et quand il était patron de Twitter, il a mis quelques ressources de côté, en fait, pour essayer de faire un truc qui ressemblait à Twitter, mais qui était complètement décentralisé. Et j'ai pas d'infos là-dessus, mais j'ai l'intuition qu'il a fait ça au moment où en fait le Deep State a commencé à mettre les mains dans Twitter. On le sait hein, avec les Twitter Ouais, Files. Donc si vous il tapez y dans avait un Google, bureau du FBI, exact. exactement. Si vous tapez Matt Taibbi Twitter Files, vous pouvez lire des quantités de pages sur la manière dont l'État en fait a décidé de prendre la main sur l'information pour influencer les choses d'un côté ou l'autre. Et je pense que ça a dû énerver Jack Dorsey. Et du coup, j'imagine qu'il s'est dit, bon, ben, il faut techniquement résoudre le problème et puis faire une plateforme, en fait, qui soit décentralisée, où on puisse pas faire des choses comme ça. Je sais que maintenant, Dorsey, il est plus du tout dans Blue Sky. Il a clarifié ça récemment. Moi, j'y suis pas. J'ai essayé de regarder. J'ai rien trouvé d'intéressant. À la fin, je dirais que ce soit x.com, donc le Twitter avec son nouveau nom, ou d'autres plateformes de réseaux sociaux, en fait, c'est un peu égal. On peut être sur un, deux, trois de ces médias. Ça n'a pas grande importance. LinkedIn, c'en est un autre avec un twist un peu différent. Mais c'est très bien. More power to you. Il y a une alternative qui s'appelle Blue Sky. Si ça vous plaît, bah, allez-y, c'est cool. Je pense que ça a été un peu utilisé comme une manière de signaler son appartenance politique. Et je pense que ce qui est en train de changer, c'est que c'est la fin. Disons, pendant pas mal de temps, en fait, signaler ses intentions, c'était la clé. Hein, on était dans une espèce de truc de la vertu. Euh, et, et, euh, et ça, je pense que c'est un peu terminé. Par rapport à toute cette idéologie woke, bah, c'est souvent comme ça dans l'histoire. Il y a des vagues, il y a des choses c'est peut-être pas complètement zinzin d'avoir essayé d'apporter l'attention sur le fait qu'en fait il faut être plus avisé quant aux droits des minorités, etc., etc. Donc je veux dire, c'est pas tout à acheter, de loin pas. Mais à mon avis, c'est en train de s'équilibrer. Et on revient peut-être à quelque chose d'un peu plus raisonnable. Et pourquoi pas? Moi, alors personnellement, moi, je m'autorise à être sur toutes les plateformes pour aller lire ou écouter tout ce que je juge intéressant. Et ce qu'il faut faire, c'est pas avoir peur. Si vous voulez, quand on lit quelque chose, un texte, une idée, quelque chose, ça rend pas malade. Il faut simplement développer un esprit critique. Savoir, c'est pas parce que quelqu'un affirme quelque chose qu'il faut s'y jeter corps et âme, il faut réfléchir puis se nourrir de la réflexion. L'autre point qu'on peut dire, c'est qu'en fait, quand quelqu'un a un point de vue sur quelque chose, il peut être complètement dans le juste. C'est pas parce que sur un autre sujet, il est moins pertinent qu'il faut plus jamais l'écouter ou complètement le déconsidérer. Cette espèce de cancel culture, hein, où on condamne les gens, ah, c'est un peu bébête. Il faut rentrer dans un peu plus de complexité, un peu plus de subtilité, et puis ça va se réajuster.
Ouais, comme tu le dis, je trouve que c'est intéressant. Et le fait justement d'avoir ces plusieurs plateformes, Mhm. c'est un peu le middle finger aux médias traditionnels. Et on voyait Ouais. cette news. Vas-y, je t'en prie. Non, non, vas-y. Non, mais c'est vrai dans l'absolu, hein. C'est ça. C'est aussi, je pense que le vote pro-Trump, c'était aussi le middle finger un peu à cette classe, tu vois, on va dire, d'élite qui sont en train de penser à peut-être 0,1% de la population, alors que les gens crèvent de faim. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et pour revenir justement à ce middle finger aux médias traditionnels, je ne sais pas si tu as vu l'actualité, mais tu as Klitschenko, là, le maire de Kiev, justement, qui a essayé de gratter une interview, enfin, qui est en train d'essayer de gratter une interview avec Joe Rogan. Donc, Ok. tout le monde veut y être et tu as vraiment ce shift des médias traditionnels à une chaîne YouTube. Et il Ouais. expliquait, Joe Rogan, que lui, il lui a fallu 5 ans pour que ça marche et qu'au départ, Ouais. personne l'écoutait. Et on le critiquait, ouais, mais arrête avec tes 2 heures ou tes 3 heures Mhm. d'émission, t'abuses. Il a Bien dit, ouais, sûr. laissez-moi tranquille, je fais ce que je veux. Et au final, ça paye. Et puis, ils ont rigolé la dernière fois. Ils se disaient peut-être que il va finir sur CNN. Tu vois, donc voilà. Enfin, moi, j'aimerais vraiment revenir par rapport à Klitschenko, là, donc le maire de Kiev, et puis Ouais. sa potentielle interview avec Bah, disons, JRE. ce à quoi on assiste, en fait, c'est que la technologie a changé. Il y a 50 ans, pour pouvoir enregistrer une émission comme celle qu'on est en train de faire maintenant, il fallait des grosses caméras, un caméraman, la prise de son, blablabla, blablabla. Et ça représentait des ressources dingues. Donc, en fait, il fallait mutualiser ces ressources. Puis c'est pour ça qu'on a vu l'émergence de la RTS, de CNN, etc., etc., parce qu'il fallait beaucoup de sous pour pouvoir fabriquer un média, que ce soit une radio, la télévision ou même un journal papier imprimé. Il fallait des presses. Et tout ça est en train d'exploser parce que, enfin, a explosé aux États-Unis, qui ont un peu d'avance sur nous, mais c'est évident qu'on suit le même chemin. Pourquoi? Parce que les moyens de production requis, en fait, pour pouvoir investiguer les choses, c'est-à-dire trouver l'information et ou euh, enregistrer une émission comme on le fait maintenant, ou que ce soit par écrit. Tu peux aller sur Substack et puis commencer un blog post que tu fais tous les jours demain matin, puis tu es journaliste. Alors, ça ne veut pas dire que n'importe qui peut faire un travail journaliste de qualité, mais ça veut dire que on va maintenant rentrer dans une ère qui va célébrer le journalisme. C'est ça qui est en train de se passer, mais qui est en train de tuer les marques qui s'étaient appropriées le journalisme. Il y a eu plein de scandales aux États-Unis quand bon, il y a euh, un mec aux États-Unis qui dit que si tu veux savoir ce que pense la CIA, tu lis le New York Times, ce qui est pas faux. Et en fait, c'est pas très faux, mais c'est pas vrai pour tous les articles. Il y a évidemment plein de journalistes hyper talentueux et vertueux au New York Times, mais la vérité, c'est qu'en fait, il faut pas confondre le New York Times et le journaliste. Ce sont deux choses différentes. Il y a D'accord? Et ce qui se passe maintenant, c'est que les anciennes enseignes, type, il y en a une qui vient d'exploser là, c'est MSNBC, ils se sont fait virer des broadcasters. C'est fini, c'est dead, ils vont jamais s'en remettre. Donc, c'est une marque, en fait, qui représentait quelque chose, qui, en fait, assemblait des moyens de production, à mon avis, c'est dead. Mais ce qui va être maintenant célébré, c'est le journalisme, parce qu'il n'y a plus besoin de cette espèce de colosse de moyens de production pour le faire. Et puis, bien sûr, le maire de Kiev, il comprend bien, il voudrait influencer les choses, mais c'est beaucoup plus dur d'influencer un groupe qui est financièrement indépendant. Joe Rogan, il est richissime, enfin, il a fait plein de choses, il fait aussi du stand-up, hein, c'est un comédien, il commente le catch, il commente plein de trucs. Le C'est vraiment un MMA, gars ouais. qui est L'UFC, passionnant. ouais. Ouais, 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 il est vraiment cool. Et en fait, passionnant à écouter. Et il a bossé comme un dingue pour faire ça. Et personnellement, je trouve que c'est un excellent journaliste parce qu'il a des entretiens avec les gens. Et puis, il s'intéresse, il est malin, il pose des questions. Voilà, alors après, on n'aime pas. Mais c'est un peu comme dans un journal papier. Il y a de temps en temps un journaliste, tu connais, tu sais quel est son sérieux et son professionnalisme, puis tu vas le lire avec plus d'attention. Ouais. T'es d'accord? Mais
voilà, donc c'est simplement un changement de moyen de production, mais c'est pas la fin du journalisme, c'est le début d'une nouvelle ère d'un journalisme, à mon avis, beaucoup plus sain, parce qu'il sera plus prisonnier d'intérêts financiers difficiles à contrôler. Oui, puis il y a aussi la fréquence des news, en fait. Il y a Ouais. tellement de choses qui se passent, il y a beaucoup moins d'opacité et tout. Et puis, Mmh. justement, d'attendre de lire sur CNN ou enfin, sur d'autres plateformes ou même, j'imagine, comment ça s'appelle, le téléjournal et tout à la télé. Mmh. C'est que maintenant, tu vas sur Twitter, enfin, X, tu as plein d'informations en temps réel. Tu peux même choisir la géographie ou d'où tu vas voir les Mmh. news, si tu vas voir savoir le plus haut volume de recherche, enfin, de mots, d'hashtags en Inde, tu peux aussi y avoir accès. Donc, je pense que c'est Mmh. ça aussi la manière de consommer l'information aussi, elle a changé. Et que les médias traditionnels, on l'a vu avec l'élection de Trump, où justement Kamala Harris, elle ne voulait pas participer au Joe Rogan Experience. Ça fait la différence, en fait. Bah, c'est clair et net. Et en fait, c'est une nouvelle ère qui s'est ouverte. Enfin, il est maintenant visible qu'une ère nouvelle s'est ouverte. On peut le formuler comme ça, mais moi je pense que c'est une super nouvelle. Il faut y aller, il faut que les gens se détendent. Et d'ailleurs, on le voit. Si tu discutes avec des tout jeunes, tu leur dis, tu droppes le nom 1930, ils savent pas ce que c'est. Ouais, exact. Ils savent pas. Et en fait, ça inquiète les vieux Pour les qui disent, auditeurs, c'est l'équivalent du 20h, hein. C'est le ouais, téléjournal de 19h30. Ouais. le journal suisse ou le 20h. Et en fait, c'est inquiétant pour qui? Quelqu'un qui a 60 ans, qui a eu comme source d'information le 20h, il va se dire, mais mon Dieu, comment vont-ils faire pour s'informer? Mais c'est lui qui, en fait, devient obsolète parce qu'il n'est pas sur ces plateformes, qu'il n'a pas appris à naviguer cette noosphère différente. D'accord? Donc, je pense que c'est absolument pas une mauvaise nouvelle. Il faut, euh, au contraire, encourager les gens à mener une réflexion personnelle, à avoir un esprit critique, à s'autoriser à rentrer dans différents univers intellectuels, à lire plus, à écouter plus de monde, à réfléchir plus. Ça m'a pas l'air d'être une mauvaise nouvelle. J'aime beaucoup ce que tu dis et ça m'amène sur le point, la nouvelle qui est sortie hier par rapport aux réseaux sociaux qui vont être interdits en Australie aux moins de 16 ans. Ouais. Donc, je voulais pas commencer par cet angle et j'y avais pas pensé, mais en fait, avec maintenant ce que tu dis, comme quoi les jeunes vont plus regarder le 20h ou le 19h30 Hein. ou les chaînes d'actualité, est-ce que c'est aussi une manière de contrôler la pensée, en fait, le fait d'interdire ces réseaux? Non, Mais j'extrapole un peu, mais j'y ai pensé aussi, mais je pense pas. Si tu veux, ça a quand même été montré qu'en aussi tu as fait, pensé, moi j'y ai pensé. Donc, il y a ouais, peut-être quelque chose à explorer. Est-ce qu'on l'explore un peu ouais, ou pas? on peut explorer, on pourrait se dire qu'en fait, c'est les vieux médias qui essayent de se protéger pour récupérer une espèce de place, parce que c'est dans les jeunes années qu'en fait, on peut On se fait influencer influencer. des choses. C'est possible, mais honnêtement, j'y crois pas. Et je pense que c'est pas une décision qui est si stupide que ça, parce qu'en fait, on sait quand même que la surexposition aux écrans et aux c'est pas que les réseaux sociaux, c'est le fait que c'est l'économie de l'attention. Ça veut dire euh, les auditeurs, il faut vite foncer sur TikTok avant que ce soit interdit. Et même les gens qui ont un certain âge, il faut installer TikTok et essayer. C'est super, moi j'aime beaucoup. Mais quand on en parle avec les jeunes, on leur dit, mais vous utilisez TikTok, ils vous disent, oh là là, fais gaffe, papa, TikTok, ça mange ta vie. Ils le savent, eux, d'accord? Donc, Mm. ils ont appris à gérer ça, ils ont des outils bien plus puissants que les nôtres. Là où il faut faire très attention, c'est dans les années très jeunes, euh, tout au départ. Et on sait, par exemple, que enfin, je veux dire, élever des enfants, c'est pas toujours simple. De temps en temps, ils pleurent, nanani, nanana, ça peut être fatigant. Élever des enfants, c'est probablement la chose la plus difficile à faire. Et du coup, un écran, c'est magique. Tu leur balances un écran, c'est bon, ils t'embêtent plus. Mais c'est pas très sain pour eux. Et je crois que cette interdiction, en fait, en Australie, elle a un mérite, c'est que ça va sensibiliser les gens, les parents, au fait que il faut intégrer une dimension qui est quel est le rapport aux écrans pour les enfants, pour pas que ça prétérite leur avenir et leur capacité à se concentrer. Maintenant, la très mauvaise nouvelle pour les parents, donc le fait que les gens prennent conscience qu'en fait il y a un enjeu de santé pour les enfants, ça c'est très important.
Maintenant, la mauvaise nouvelle pour les parents, c'est que tu peux pas dire comme parent, posez vos écrans, puis toi-même être sur ton téléphone. Ouais. Tu vois? Donc, il faut montrer l'exemple. Mais, C'est mais, encore ce qui marche le mieux. mais tu sais, enfin, moi, je suis d'accord avec toi. J'ai deux enfants en bas âge et puis j'aimerais pas qu'ils soient sur les réseaux sociaux, hein. Tu vois, typiquement, tu le disais, TikTok, Instagram et tout, parce que tu as aussi pas mal de, enfin, le fait de, je dirais, les abrutir et puis le fait qu'ils scrollent pendant des heures et tout, tu as Hein? aussi tout l'aspect harcèlement, tu vois. Et Oui, bien c'est sûr. un truc qui est incontrôlable. Donc, tu peux le Mhm. voir avec les campagnes ou avec des cas de suicide qu'il y a eu, que même si le gamin il est dans sa chambre et tout, il peut se faire harceler, enfin, via les réseaux Ouais. sociaux et tout, et c'est quelque chose qui est incontrôlable. Donc, Mhm. si tu dois peser le pour et le contre, je pense que tu as plus de contre que de pour. C'est pour ça que enfin, je trouve cette loi assez intéressante Ouais, mais de mon côté. alors, de mon point de vue, cette loi, elle est intéressante comme mécanisme de prise de conscience de l'enjeu qu'il y a à accompagner les enfants dans leur rapport au digital, aux écrans et aux réseaux sociaux. Mais c'est pas que les réseaux sociaux, parce que il y a pas que ça. Il y a aussi les jeux, il y a plein de trucs. Alors, concernant les réseaux sociaux, une des difficultés, c'est qu'effectivement, s'il y a des soucis à l'école, en fait, le réseau social, il va te poursuivre même quand tu es à la maison. Donc, tu n'as plus d'endroit où ça s'arrête. Donc, oui, il faut, c'est bien, c'est pas une mauvaise idée. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'en fait, les écrans, ça va beaucoup plus loin que ça. Il y a toute une série d'applications qui sont designées pour faire en sorte que tu aies ce petit hit de dopamine à chaque fois qu'il se passe quelque chose. Et ça c'est pas bon pour à un certain âge parce que c'est là que les mécanismes de l'attention se construisent. Donc, il faut faire attention avant 16 ans. On peut prendre cette date comme ça. Maintenant, l'autre enjeu, à mon avis, c'est d'aider les enfants à développer un. Donc, il faut réguler le temps qu'ils passent sur les écrans, c'est clair. Mais c'est de les aider. Sur Internet, ils peuvent être exposés à n'importe quoi. Et souvent à un âge qui est beaucoup trop précoce. Donc, je pense que ce qu'il faut faire, c'est pas essayer de les préserver de tout en disant oh mon Dieu mes petits choux vous êtes en sucre ça va jamais jouer, mais au contraire il faut les observer de très près, donc développer un lien qui est très proche pour pouvoir les accompagner et leur apprendre à tourner la tête. Qui t'aime pas ce que tu vois, alors fais autre chose. Si tu es fatigué, que tu as passé trop de temps sur un réseau, alors fais autre chose, va courir dehors. Donc il faut miser sur leur intelligence puis les aider à développer des ressources intérieures qui leur permettent d'aiguiller leur choix. D'accord. L'immense bienfait de ce bannissement avant 16 ans en Australie, c'est que ça va peut-être indiquer aux parents et à différentes sociétés qu'en fait, il y a un enjeu dans la manière dont on coach, éduque, gère, régule l'usage en fait de ces plateformes. Mais sans faire la morale, hein. Mais si tu observes les gens au restaurant, je crois pas qu'il y ait que les gens en dessous de 16 ans qui aient un problème. Ah oui, c'est C'est clair. très fréquent, tu vois les gens au restaurant, ils sont là face à face avec un téléphone. Euh, et voilà. Et enfin, je veux dire, ce qu'il faut, la chose qui marque, qui fonctionne, c'est d'arriver à s'observer, de dire bon ben ça me va, ça me va pas, ça me va, ça me va pas. Là j'ai trop fait, je vais réguler autrement. Il faut se faire confiance puis développer des mécanismes d'autorégulation. Et le ban en dessous des 16 ans, c'est parce que là c'est un impact qui est plus profond, parce que c'est au moment où les mécanismes de base en fait se construisent. Donc c'est bien. Euh, Moi, je ne crois pas des masses aux interdictions. C'est-à-dire le grand danger, c'est que Ils vont trouver un moyen. ouais. Avec un VPN, un truc comme Et ça, si ça se tu. trouve, c'est pire parce que une fois que c'est interdit, en fait, mais ce qui est intéressant dans l'interdiction, c'est que ça signale en fait que c'est un sujet d'attention. Pour les parents, peut-être pour les parents Ouais, justement pour les qui en ont parents. pas conscience, parce que c'est vrai que quand tu Ouais. vois enfin les Steve Jobs, tous les grands fondateurs de boîtes tech, ils mettent tous leurs gamins dans une école qui s'appelle Waldorf School, donc Mhm. à San Francisco, je crois, enfin, vers la Silicon Valley, et c'est une école où tu as très peu, quasiment pas de technologie. Tu vois, donc eux, ils Bien connaissent sûr. les damages, les conséquences d'être exposé trop longtemps. Mhm. Au-delà de, je crois que c'est normalement, ça devrait maximum 20 minutes par jour face aux écrans. Mhm. Et eux, ils l'ont très bien compris. Donc, je pense, comme tu dis, c'est une loi qui va être un petit peu
red flag pour les parents, pour qu'ils prennent conscience justement que c'est pas normal de mettre un gamin sur un Ouais, réseau social ou même sur une tablette autant de temps. ouais, c'est ça. C'est un petit peu comme de dire, on va manger un dessert ou on va manger que des desserts. Ouais. C'est pas que les desserts sont en soi une atroce chose. C'est aussi ça la vie, c'est de s'amuser et puis d'avoir du fun. Mais la question c'est combien, quand, comment, d'accord? Il faut accompagner cette histoire. Un exemple que j'aime bien prendre, c'est qu'en fait, l'eau, en fait, si tu n'en bois pas pendant 3 jours, tu meurs. Je sais pas exactement à quelle limite tu claques, mais disons, faut pas trop cesser de boire de l'eau pendant trop de jours, sinon tu as des vrais problèmes. Mais tu peux aussi te noyer. C'est pas, c'est pas tout noir, tout blanc. C'est un pharmacone. Il y a un bon côté puis un mauvais côté. Et je pense qu'en fait, les réseaux sociaux, c'est exactement la même chose. C'est pas que méchant, que l'addiction à la dopamine. Mais c'est aussi ça. Ah oui, on Et, peut le et, dire et, clairement, hein. tu vois, et il faut réguler en fonction des âges de la vie. Et c'est clair que le travail des parents, c'est de réguler. Alors, moi, un conseil que je donnerais aux parents, c'est, à mon avis, avant un âge raisonnable, il faut pas d'écran dans les chambres. Mm. Parce que ça c'est vraiment dangereux. Ça, c'est dangereux parce que c'est là, en fait, que tu as tous les problèmes de l'école qui te poursuivent, même quand tu es censé être seul. Tu vois, c'est un bon truc, quoi. C'est que au salon, par exemple. Ouais, et justement, tu vois, c'est bien que ça vienne du gouvernement, mais tu aurais pu te dire, eux, ils connaissent enfin, les boîtes tech, TikTok, Mhm. Instagram, enfin, ils savent très bien les, ce que ça crée, tu vois, sur la psychologie de l'enfant, les suicides, etc. Et tu te dis que c'est dommage qu'ils n'aient pas régulé. Mais après, en même temps, quand tu comprends leur salaire, quand tu comprends ce qu'ils y gagnent, ils n'ont aucun avantage à le faire, tu Ouais. vois. Et tu le vois, enfin, on en discutait ce matin et on regardait la stratégie d'OpenAI, donc qui est derrière ChatGPT pour recruter des talents. Donc il y a cette guerre des talents pour développer justement tous ces nouveaux outils, ChatGPT, etc. Et OpenAI et Sam Altman, le Ah, fondateur, est en train de recruter des talents je, pour je des crois que dizaines tu as de été millions. coupé. Tu peux juste redire ta dernière phrase? Ouais, donc je disais par rapport à Sam Altman et OpenAI qui sont en train de recruter des talents pour 10 millions de Ouais. dollars par année. Donc, on voit ce qui est en jeu et même que c'est pas forcément bien de développer ces outils. Il y a tellement Ah d'argent oui, derrière qu'ils vont pas réguler quoi, mais d'eux-mêmes. oui. Non, mais c'est sûr et certain. Et bon, en plus, c'était quand même assez marrant parce que Sam Altman, il dit qu'il a un salaire de 80 000 dollars par année, ce qui est pas négligeable, mais pour un gars comme ça, c'est peu. Et puis qu'il recrute des ingénieurs à 10 millions par année, ce qui fait un peu rêver, hein. Mais Euh, c'est pas un salaire, hein, 80 000 balles, c'est pas un salaire hein, quand t'es fondateur et CEO d'une boîte tech comme ouais, ça. ouais. On ne faut pas oublier que la valo d'OpenAI, c'est 150 milliards. Mhm. Et là, comme tu le disais hier, je pense que ce que tu disais, c'est intéressant, c'est qu'il paye juste, enfin, on lui paye son assurance maladie, Ouais, mais il ouais. ne se paye pas de salaire. Non. Et puis, je pense c'est ils discutent. J'ai essayé de trouver, mais j'ai pas trouvé combien il avait de part d'OpenAI, mais OpenAI s'est valorisé un peu plus que 150 milliards. Mettons qu'il en ait 5 ou 10%, ça fait aller entre 7 il doit avoir 7-10 milliards. Donc, Ah ouais, lui, il est milliardaire, c'est clair, hein. hein, mais il l'est déjà, hein, il est À déjà la base, ouais. milliardaire avant, mais c'est hyper marrant. Il y a un mime aussi qui circule parce qu'il a témoigné devant le Congrès où ils lui disent, enfin, ils l'interrogent, hein, c'était un peu au début de ChatGPT, puis le, le congressman lui dit, mais Chatman, quel est votre salaire? Puis il dit, voilà, j'ai rien, moi, je fais pas ça pour l'argent. Je suis un type vertueux. Et puis le congressman US, il lui dit, bah écoutez, il vous faut un bon avocat, puis maintenant tu vois. Mais la vérité, c'est qu'en fait, il va recevoir des stock options ou des parts de la société. Ce sera, allez, je sais pas, n'importe quoi entre 5 et 15 milliards. Ouais, c'est ce qu'ils Bon, disent. J'ai regardé hein, et j'ai trouvé 7%, ce qui lui fait ouais, 10,5 milliards de dollars. ouais.
Quand on aime, on compte pas. Non, mais juste pour les auditeurs, donc 1 milliard, c'est 1 000 millions. Donc, c'est entre 5 000 et, mettons, 10 000 millions. C'est Énorme. beaucoup de sous. Et donc, voilà. Plus Mais qu'il a aussi d'avant. Hein. ouais, mais d'un autre côté, ce mec, il a quand même réussi un truc absolument incroyable parce que ChatGPT, ça a amorcé la prise de conscience. Enfin, ils ont quand même réussi à faire qu'il y ait un saut en termes de qualité et d'avoir des LLM qui maîtrisent le langage au moins aussi bien ou voire mieux que la plupart des humains. C'est quand même une dinguerie ce qu'il a réussi à faire. Donc le fait qu'il soit très très riche parce qu'il a fait un truc de ouf, moi ça me choque pas tellement. Ce que je trouve un peu plus tordu, c'est qu'ils disent que lui il fait ça pour le bien de l'humanité. Alors je sais pas, je le connais pas. Peut-être qu'il fait aussi ça pour le bien de l'humanité, mais il fait aussi ça pour la thune, c'est sûr. Mais je suis d'accord avec toi. Hein. C'est incroyable en tout cas ce qu'il fait. Et il le mérite. Hein. Donc, il y a de l'argent en jeu. Après, nous, on va pas être là pour punir ou pour critiquer quelqu'un qui a réussi. Et surtout que, voilà, on sait pertinemment qu'avec ça, il se paye pas forcément de salaire. Et que si ça n'avait pas réussi, bah, ça a été lancé en 2015 et ils ont vraiment commencé à bosser dessus en 2016. Donc, ça te fait 6 mois presque 8 ans de boulot où tu n'es pas sûr Ouais, de pouvoir réussir. Tu vois, à un ouais, moment donné, exactement. il faut que ça compense la prise de risque. Oui, et puis, tu sais, des gens qui ont. Il faut écouter. On pourra mettre en commentaire, je la retrouverai, mais il y avait une interview où, en fait, il parlait du début d'OpenAI, où tout le monde se gaussait de leur approche. Les gens leur ont dit, mais en gros, OpenAI, ils se sont dit, bon, il y a une technologie qui est là. Maintenant, ce qu'il faut, c'est plus de compute, plus de processing power, puis il faut plus de data, et puis il faut faire grandir les modèles et ça va fonctionner beaucoup mieux. C'était ça leur idée. Mais il y a plein de gens qui leur riaient au nez. Ils disent, mais ça marchera jamais, votre truc. Donc, en fait, le succès a beaucoup de pairs. Par contre, l'échec, en général, on est très seul. Et ils ont quand même fait un truc absolument dingo. Maintenant, on sait que ça fonctionne. Donc, c'est facile de dire, ouais, mais bon, c'était quand même simple, etc. Mais c'est pas vrai. Ils ont dû résoudre plein de problèmes. On peut que admirer, en fait, cette réussite. C'est pour ça que moi, ça me choque pas du tout. Et Que, personne n'y pensait en 2016 hein, quand tu commences. Qui aurait imaginé de il y, développer un chat GPT et tout, tu vois, il y moi, avait. j'aurais jamais entendu parler de ça, quoi. Ouais, puis surtout, ils ont investi massivement pour en fait faire grandir ces modèles. C'est vraiment avec les facteurs d'échelle qu'ils ont réussi à apporter une plus-value et puis une fonctionnalité qui était. Tout le monde se rappelle de Siri avant ChatGPT, c'était pas génial, ils comprenaient rien. Et puis maintenant, on vit dans un monde où tu peux causer avec ton téléphone, où tu peux causer avec ton ordinateur, c'est une dinguerie de dingue. Ça change le monde réellement, hein. C'est vraiment une vraie révolution. Donc moi, que quelqu'un qui fasse une vraie révolution, puis qui est parié, qui ait pris un pari, puis qu'il y arrive, qui devienne infiniment riche, ça me dérange absolument pas. Au contraire, c'est bien qu'il soit récompensé, c'est top. Ce que je trouve un peu zozo, c'est que OpenAI, ça a commencé par on est ouvert et puis on est non-for-profit, donc on n'est pas là pour les sous, puis ça a fini comme un système clos. Quand même, une société à 150 milliards, on peut pas dire que c'est non-for-profit, quoi. Ouais, c'est clair. Et c'est Hum. justement où ils sont en train de ressortir hein, tous les emails Ouais, qu'il y a eu entre Elon Musk et Sam mais bien Altman, sûr. justement où ils discutent de ça. Et on imagine que ça va aller jusqu'au procès. Hein. Je Hum. je sais pas justement exactement, mais et aussi tu le vois où tu peux les saluer aussi, c'est que par rapport aux incumbents, donc aux grosses boîtes qui étaient déjà dedans, telles que Microsoft ou Google, ils ont réussi à venir par la petite porte et un petit peu à disrupter ou à créer ce marché où on aurait pu imaginer que Microsoft, Google DeepMind étaient beaucoup plus en avance. Maintenant, il faut Mhm. qu'ils puissent garder justement leur avantage sur du long terme. Et on voit que apparemment Claude, donc d'Anthropic, est bien plus en avance. Alors ça, bien plus en avance, je sais pas, mais disons, il y a une compétition il y a une course, en fait, hein, c'est vraiment une course. Donc ChatGPT, c'est OpenAI, Microsoft a beaucoup investi.
on peut dire, allez, c'est le poulain de Microsoft, bien qu'il soit quand même plus ou moins dépendant. Puis Claude, c'est Amazon, qui a avec Amazon Web Anthropic. Services. Voilà, avec exactement. Et, et du coup, en fait, c'est normal, ils se tirent la Toi, tu le bourre. vois vraiment comme ça, quoi. Tu dis, enfin, maintenant que Ouais. moi, je vois bien que OpenAI, c'est devenu Microsoft, mais tu penses que Anthropic, ouais, c'est backé par. Je Ouais. te pose la question à l'envers. En fait, ils viennent de mettre 4 milliards au pot. Alors, on va Ouais. dire lundi, je te trouve une opportunité d'investissement, une société qui fait des panneaux solaires en Suisse. Tu poses 4 milliards. Est-ce que tu as le sentiment que c'est un peu à toi? Ben ouais. Ouais, c'est clair. Ouais, C'est voilà. clair. Puis ils ont fait 4 ce 000. deal avec le Parlement européen. Ouais, Mais justement. oui, si tu veux, tu sais, la capacité en fait à contrôler une entreprise avec ça dépend quand même un petit peu des sous que tu mets. Puis quand tu commences à faire des chèques de l'ordre de 4 000 millions, je veux dire, c'est que 4 000 millions, c'est quand Ouais. même un paquet de pognon. Je sais pas quelle hauteur ça ferait en billets de 1000, mais c'est beaucoup. Et c'est vraiment considérable. Et puis, l'autre chose, c'est qu'en fait, maintenant, Anthropic Claude, en fait, il fonctionne super bien sur les infrastructures Amazon Web Services. Donc, ça veut dire que ça va commencer l'inférence. Ça veut dire le moment où parce qu'il y a deux grands trucs dans les modèles. Il y a quand tu les entraînes, il faut des gros ordinateurs avec des GPU type NVIDIA. Et puis après, quand tu les fais tourner, et là, en fait, Google, Amazon Web Services, ils sont en train de développer leur propre chip. Il y a aussi Grok aux États-Unis qui fait des chips. Et que les utilisateurs un peu geeks qui peuvent essayer GROQ. Et c'est pas Grok, GROK, ça c'est l'IA de X et de Elon Musk, mais il y a GROQ, c'est un type de chip qui permet de faire tourner des LLM. Et il y a une API, vous pouvez essayer, c'est ahurissant comme ça marche bien. Donc il y a maintenant toute une guerre dans cette chaîne de valeur en fait de l'IA. Ça part de l'électricité, les chips qu'on utilise pour entraîner les modèles, les chips qu'on utilise pour faire fonctionner les modèles, le cloud qu'on utilise pour stocker les résultats, etc., etc., et les profils utilisateurs. Enfin, il y a toute une, puis après la couche applicative qui vient encore dessus. Et bien entendu qu'ils sont en train de se tirer la boule. Je veux dire, ChatGPT, ça vaut 50 milliards. Si tu étais chez Amazon Web Services ou Google, tu dirais, bon, les gars, c'est quoi notre plan? T'es d'accord? Mm. Ils vont pas dire, ouais, bon, bah, OpenAI, ils étaient en premier, tant pis pour nous. Ouais, c'est clair. C'est pas comme ça que ça marche. Et tu te rends compte Donc, qu'ils puissent payer 10 millions de dollars par an, les meilleurs. C'est incroyable. ben, euh, ouais, c'est clair que ça fait presque 1 million par mois. C'est zinzin comme truc, hein. Et On a ça dit, va être beaucoup d'Européens, encore une fois, hein. Vu que, comme tu le dis souvent, on a les meilleurs mathématiciens, on a ouais, les meilleurs ouais. talents, et qui peut concurrencer ça en Europe? Ah bah personne, hein. Personne peut lâcher 10 millions Non, par année. non. Et puis c'est peut-être moins dans la culture. Je crois que le truc aussi qu'ils ont bien compris aux États-Unis, c'est que ils ont bien compris que que l'IA, entre guillemets, hein, de manière générique, mais que ça va maintenant en fait driver toute la création de valeur dans le tertiaire. Dès qu'on manipule de l'information, la technologie clé, c'est ça. Donc ça va avoir un impact. Le tertiaire en Suisse, c'est un emploi sur deux, pas rien. Donc, en fait, ils s'en fichent de payer 10 millions à un ingénieur. Parce qu'il y a deux bénéfices. Le premier, c'est que, bon, c'est cher 10 millions, mais quand tu as une société qui vaut 150 milliards, Et que tu viens de lever 6 milliards, voilà, ben voilà. Donc, en fait, c'est une course. Ils sont pas, en fait, dans une phase où ils sont en train d'optimiser leurs coûts. D'accord? En Europe, on a l'habitude des business qui sont gérés à la grand-papa, où on dit, bon, ben, bonjour Josiane, vous comprenez, on fait tant de marge. On est dans ce truc un peu calme, raisonnable, etc., etc. Mais la, la technologie, c'est une course à l'échalote, c'est-à-dire il faut être avant les autres, il faut aller vite, il faut investir. Donc, si tu payes un ingénieur qui est super bon, tu le payes 10 millions. C'est vrai que c'est débile comme chiffre, mais ok, tu le payes 10 millions. Il bosse pour toi, mais il bosse pas pour ton concurrent, tu vois? Je t'ai tué là. C'est la course à l'échalote qui te tire. oh, c'est le Josias.
Ah, Josiane. Alors, on n'a rien contre les Josiane. Continue. Non, tu craques. Voilà, c'est Younes qui craque. Ah, pardon. Pardon. Non, mais c'est ça en fait. C'est ça, C'est c'est ça. ça en fait. En fait, c'est ça. Donc voilà, donc 10 millions, c'est ils travaillent pour toi, mais ils ne travaillent pas pour la concurrence. C'est le double effet qui se coule. Et comme c'est une course, et puis que tu vaux 150 milliards, ben c'est l'arme atomique. Tu dis, bon, ben ce mec, il vient chez nous, ça te permet de savoir ce que les autres font. J'ose même pas imaginer les joyeusetés de procès qui se font l'un l'autre. Tu vois? Parce que je suis sûr que ces mecs top-notch qui font, je sais pas, l'IA chez Google ou chez Microsoft ou chez OpenAI, ils ont des contrats longs comme le bras qui leur interdisent nommément d'aller chez tel et tel, etc. Bon, voilà, et puis c'est l'autre entreprise qui les défend, c'est la guerre. Mais le truc, c'est qu'en fait, c'est une bataille, on va dire, technologique. Et puis, ce que les États-Unis savent très, très bien faire, c'est favoriser l'émergence dans ce pôle nord-américain de plusieurs champions. D'accord? Ils ont, en Amérique du Nord, un marché des modèles IA. Tu as Anthropic, tu as OpenAI, tu as Gemini de Google, tout. Tu as Facebook avec Meta qui fait de l'open source, gloire à eux. Avec Lama. Ouais, c'est tant mieux qu'il y ait quelqu'un de un acteur monstrueux qui fasse de l'open source. Pas vraiment, alors Facebook, ils rachètent leur âme. Mais la vérité, c'est qu'en fait, ce marché en fait des modèles, il est en Amérique du Nord. Moi, je veux dire, si tu es aux US, tu dis, bon, ben voilà, nous, on a les 10 meilleurs qui se battent. Et en fait, ça stimule en fait la créativité. Puis, on l'avait déjà évoqué, mais il faut pas oublier que la plupart des fondateurs de ChatGPT, ils se sont déjà barrés et ils ont refait une génération de startups nouvelles. Tu Ouais. vois? Donc, oui, bien sûr qu'ils se tirent la bourre, ils payent les ingénieurs comme des dingues. Si vous recevez une offre d'OpenAI à 10 millions, allez-y. Non, Faut en plus, pas. j'imagine ils doivent donner des parts de la boîte quelque part et tout. Ça doit être Ah, intéressant hein, parce qu'à 10 c'est millions, super. c'est des SVP, c'est pas juste de l'ingénieur Non, lambda, non, c'est c'est aussi vraiment de l'ingénieur. Non, 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 tu c'est aussi de penses? l'ingénieur. Ouais, 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 parce que ce qui compte, c'est ceux qui font, en fait. Et en fait, ceux qui font bien, il n'y a pas de limite à ce que tu peux les payer, parce que c'est une course pour gagner des milliards. Donc, en fait, si tu le payes 1 million, tu t'en fiches. Non, non, je pense pas. Et en Europe, on est complètement coince-coince avec ce genre de truc. C'est-à-dire que ce qu'on regarde, on fait le truc tout tranquille dans le temps, ça dure, etc. Mais là, ce que les Américains ils sont en train de faire, c'est de prendre une position dominante dans le stack techno de demain. Puis nous, on est là, on dit, ouais, mais quand même, c'est un peu indécent, 10 millions. Ben oui, c'est vrai que c'est indécent, mais Non, 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 moi je en dis fait, pas du tout, c'est indécent, hein, c'est sûr. À un moment donné, si c'est comme ça, hein. C'est ouais. peut-être Et puis, justement nous, il faut changer de mindset et de ouais, culture à c'est l'européenne clair, c'est clair. et donner une récompense, un reward à Hein. quelqu'un qui est en train de créer le futur. Oui, C'est peut-être absolument. là où nous, on a manqué le coche, hein. Enfin, on parlait Ouais. de l'industrie automobile, on parle de tous les jobs qui vont être Mhm. supprimés et tout, et où on n'arrive pas à créer des choses nouvelles. Ouais. Et ben, il y avait cet exemple de Bosch. Donc, c'est un équipementier qui travaille pour l'industrie automobile en général. Ils font les capteurs pour les essuie-glaces, etc., etc. Enfin, plein de choses. C'est une immense entreprise. Et ils viennent de faire une charrette de 5 500 personnes. Bon. Mais dans ces 5 500 licenciements, il y en a 3 500 pour la voiture autonome. Donc, Ben ils ont voilà. jeté l'éponge. Ben ouais. Et en fait, c'est moche parce que du coup, on a bien été cool. On n'a pas payé les gens trop. On n'a pas payé des stars. Ben, on a perdu le match. Voilà. Ouais. C'est moche. Donc, je pense que oui, on n'a pas, en Europe, on ne prend pas acte, en fait, de à quel point le secteur est dynamique et puis qui requiert des mesures exceptionnelles. On n'est pas dans l'encouragement d'une phosphorescence et d'une réinvention. Et ça, les Américains l'ont très bien compris. C'est pour ça que
ils encouragent d'avoir un marché interne aux États-Unis avec toute une série d'acteurs leaders pour en fait être sûr à la fin d'avoir les 3, 4, 5, 10 meilleurs. Les Américains et les Chinois. Tu m'avais envoyé cette news Ouais, justement de ce monsieur Kai-Fu Lee, donc oui, l'ex-président Google en Chine. ouais, Lui, il alors a fait lui, Apple, Microsoft et Google. Donc, on ouais, voit qu'il développe aussi plein de choses là-bas. il faut qu'on fasse une fois une émission à fond sur la partie BRICS, en fait, l'IA, ou un truc du style. Mais le mec est super brillant. Il a monté le centre de recherche Microsoft en Asie. Il a dirigé Google en Chine. Donc, si le citer Google, tu prends pas le dernier des perdus pour diriger Google China parce que ça va être quelque chose de très important pour toi. Donc, le mec est brillantissime. Maintenant, il a un fonds d'investissement. Et il a déjà écrit un bouquin en 2018 sur la manière dont la Chine allait possiblement dominer le monde de l'IA, tu vois. Donc le gars, il Énorme. était, hein, donc il est vraiment bon. Je pense que ça vaut la peine de l'écouter. Et une des choses qui m'a frappé, c'est que lui, il dit que il va y avoir une disparition de jobs chez les cols blancs, en fait, hein, dans les jobs administratifs où on manipule de l'information de l'ordre de 50%. Bon, alors, admettons qu'il se trompe d'un facteur 2, puis que ce soit que 25%. C'est déjà la grosse claque. Donc, je pense que c'est un gars intéressant et que on peut toujours dire, bon, c'est c'est une personne qui donne son avis, et puis il y a toujours la contre-argument de dire, oui, mais de tout temps, l'humanité s'est recyclée, puis elle a réussi à faire passer, à inventer de nouveaux jobs. Si on regarde par exemple l'agriculture, en fait, en France, entre les années 50-60 et maintenant, en fait, c'était à peu près, dans les années 70, c'était 11% des emplois qui étaient dans l'agriculture, et puis maintenant, c'est grosso modo 2%. Donc, on a Ok. divisé à peu près hors de grandeur 5-6. Mais ça s'est fait entre 1970 et 2024. Donc, ça a pris des décennies. Ce qui est différent avec la révolution de l'IA, c'est que il va y avoir le même genre de gain de productivité, donc le même genre de disparition de postes. L'humain aura toujours une place, mais il y en aura, c'est sûr et certain, beaucoup moins. Ce sera bien parce que ça va supprimer des bullshit jobs absurdes où les gens ils bougent des papiers d'un bureau à l'autre, qui a peu de sens. Les LLM feront ça très bien, mais moi, ce qui m'inquiète un peu, c'est en fait la rapidité de la transformation. Parce qu'une société, en fait, c'est des gens qui font des études, ils choisissent une profession, après ils y vont, puis tu leur dis, oh bon ben, Josiane, tout a changé. Reprenez-vous, Josiane. Et tu vois, les sociétés, elles sont plus lentes pour s'adapter. Et, ben voilà, alors la Chine, ils ont un avantage, mais qui a un gros inconvénient à terme, à mon avis, c'est que comme c'est un petit peu plus top-down, ils peuvent imposer des choses comme ils l'avaient fait avec les scooters électriques, etc. Mais à terme, à mon avis, ça va prétériter leur créativité. Et à mon avis, ceux qui sont les plus mal, là, c'est vraiment l'Europe parce qu'on se fait sortir en fait de ce stack technologique. Euh, c'est pas bon. Quand tu dis, j'aimerais avoir ton point de vue, mais quand tu dis c'est l'Europe, parce que j'aimerais te challenger sur ce point. Oui, C'est les 20 ans de Google à Zurich, ouais. donc en Suisse. Ils bossent sur des Google Maps, du YouTube, etc. Mais pourquoi d'une, on n'en parle jamais, surtout nous, et c'est le deuxième plus grand centre de R&D après celui des États-Unis. Mais j'ai Mhm. l'impression qu'on n'en bénéficie pas forcément, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Quel est ton point de Ouais, vue justement? Parce que 20 ans, c'est énorme, hein. C'est depuis 2004, ouais, ils sont à Zurich. Ils font pas mal de choses avec le TH, donc, ouais, le PFZ. ouais. Et il y a quand même des choses qui se passent. Bah, c'est génial qu'il soit à Zurich. Euh, je veux dire, on peut que célébrer ça, féliciter. Enfin, c'est quand même l'œuvre d'un homme qui était un des tout premiers chez Google, qui est zurichois. Ouais, D'accord? Et c'est grâce à lui que ça s'est fait. Il a réussi à convaincre les fondateurs de Google qu'en fait, Zurich, c'était un bon endroit pour s'établir. Et puis après, lui et d'autres ont fait un super job pour faire en sorte que ce centre de recherche soit pertinent, productif, innovant, etc., etc. Donc, puis Zurich, c'est une ville qui est absolument géniale. Donc, euh,
génial pour la Suisse, génial pour les THZ, ça va aussi aider les PFL, c'est sûr et certain. Alors pourquoi nous, on n'en entend pas parler? Déjà parce qu'on vit en Suisse romande. Alors forcément, ce qui se passe à Zurich, il y a un petit peu ça, je pense. Et puis, il faut pas non plus oublier une chose, c'est qu'en fait, Google, c'est quand même une société américaine. C'est pas, si tu veux, le centre de Zurich est extrêmement important, mais il n'est pas forcément euh, dirigeant. Je m'explique. Là maintenant, Google, tu vois, on peut faire un scénario. Ils ont ce procès aux États-Unis, ils risquent de se faire découper en morceaux. Alors, mettons qu'il y ait d'un côté Chrome, d'un côté la recherche, et puis Android dans un troisième paquet. Ils coupent la société en trois. Je sais pas si c'est ça qu'ils vont faire, mais imaginons. Ouais. Tu fais comment avec les activités à Zurich? Il y avait des mecs qui étaient dans ce bout, des mecs dans ce bout, des mecs dans ce bout. C'est quoi? Ils changent de bureau? C'est un nouveau bail qu'il faut faire parce que c'est une autre société? Et puis tout d'un coup, ben, t'as plus un géant, mais tu as trois morceaux, puis tu as un des morceaux qui va dire, oh là là, nous, faut qu'on rationalise nos coûts. Ciao. Tu vois, quand tu es en fait à la périphérie, c'est délicat. Mais à mon avis, l'effet de Google à Zurich, il est déjà ancré. C'est-à-dire que ces 5000 emplois que Google a à Zurich, tout l'effet de halo que ça a eu sur les THZ, ça fait qu'il y a un certain nombre de professeurs brillants, d'élèves brillants, d'entreprises connexes qui se sont mis autour. Et ça fait émerger en fait une masse critique qui permet en fait de rester dans la course. D'accord? Ton nom est sur la map. Donc, même si Google se fait découper, ce sera pas trop grave, mais quand même, c'est un peu embêtant. Tu vois, c'est pas de Zurich que c'est. On en a c'est trop fort de dire ça, mais c'est un peu comme Jacouille, quoi. Vas-y, mange les miettes, tu vois. On est à la périphérie, quoi. Et je pense que tu échappes pas, en fait, au fait d'avoir des champions euh, dans les révolutions technologiques. On parlait de l'automobile. En fait, on a tous les champions de l'automobile, ils étaient en Europe. BMW, Mercedes, Peugeot, etc., etc. Et puis tout d'un coup, tu as des Américains qui font des bagnoles électriques et puis fuck off, et puis les Chinois aussi, puis on se fait piquer le marché. Ouais. Ben, on aura peut-être un centre d'assemblage de voitures chinoises à Stuttgart, mais ça nous fait une belle jambe, tu vois. C'est pas, c'est, il faut, il faut avoir les commandes, il faut avoir le contrôle de choses comme ça. Et de mon point de vue, on peut que se réjouir du fait que Google soit implémenté à Zurich. C'est que bien pour la Suisse. C'est un succès fantastique. On le doit, à mon avis, principalement à ce early employee de Google qui était zurichois. Ouais. C'est ce qu'il Voilà. disait. Ouais, il avait rencontré Larry Page et puis Ouais. Sergey Brin, je crois, autour des années, juste un peu avant les années 2000. Et Hum. puis, il voulait chercher à implanter la startup, donc qui était encore une startup à l'époque en Europe. Et il s'appelle Holzle, un truc comme ça. Et il leur a dit, il y a le PFZ à côté, venez vous installer, puis ça l'a fait. Après, je pense que pourquoi on n'en parle pas forcément, c'est parce que au final, dans l'absolu, et j'arrive à me faire une pensée un peu plus claire après ce que tu dis, c'est qu'au final, ils bossent pour Google. Et Ouais. ils apportent pas d'innovation. Enfin, tu vois ce que je veux dire, ils sont pas en train de créer plein de startups. C'est comme quelqu'un qui va bosser pour Patek Philippe ou Rolex à Genève, mais il Hum. bosse pour Rolex. Alors, Donc, quand même un peu, si tu veux. On peut que célébrer le fait que Google soit à Zurich. Je pense que c'est qu'une excellente ah nouvelle. oui, Il c'est va une y très avoir bonne une chose. série de gens qui vont quitter Google quand ils seront découpés en morceaux, faire une start-up à Zurich parce Moi, qu'ils je pense connaissent pas qu'ils l'endroit. vont être découpés en morceaux. Franchement, Tu crois? non, non, impossible. Bah, tu vois, de ce qu'on a pu voir avec ce que disait Marc Andreessen, on imagine mal Google qui pèse des milliards et des milliards se faire découper. Même Ah, Microsoft mais qui, eux, ont eu des gros problèmes avec tout ce qui était antitrust et que c'était encore pire que ouais, Google. mais Ils n'ont rien eu, entre guillemets, mis à part ouais, mais peut-être. Google, ils étaient pas du bon côté pour l'élection américaine. À mon avis, ça va leur coûter cher. Ah, tu dis par rapport à Trump, Ouais. qu'ils ont pas soutenu Trump. Mm, Ouais, mais mm. après, tu vois, c'est systémique, comme tu dis. Enfin, tu vois, c'est too big to fail. Si maintenant tu Non, découpes. mais
Ça sera Google Google ira. Chrome, hein, c'est Google Chrome, c'est juste Ouais, Google mais Chrome. ils vont très très bien s'en sortir, ça pose aucun problème. Puis de toute façon, en fait, l'ère du search dans Google, elle est un petit peu en train de passer parce qu'il y a ChatGPT et tous les autres qui sont sur le coup. Et ils se sont déjà diversifiés. Moi, j'avais écrit un article là-dessus. Ils ont commencé en 2015. Ils ont fait une société. En fait, Google, c'est plus coté en bourse. C'est Alphabet qui est coté en bourse. Ouais. Et leur site internet, c'est XYZ. Je pense qu'Alphabet, c'était déjà pris. ABC, Ouais, ABC, c'est quoi? ABC.xyz. ABC.xyz. Ok, non, XYZ. mais trop bien, trop classe. Et en fait, ils ont fait Waymo, la voiture autonome, ils font des trucs dans la santé, ils ont complètement diversifié en fait leurs activités. Donc, ils sont déjà prêts pour ça. Ouais, ouais, je pense qu'ils n'ont pas de souci à se faire. Même si, franchement, je pense pas qu'ils vont réussir à le faire. Je pense pas, surtout que je crois que Musk, c'est un très bon ami à Larry Page et tout. Donc, et Musk qui conseille un peu Trump et tout. Bah, j'en doute. Après, on verra On bien. verra. On verra bien. Pascal, je te remercie. Mais Excellente, c'est moi. excellente discussion. Je te souhaite une très belle journée et à tout bientôt. Ciao, À ciao. toi aussi. Merci Younes. Ciao. Ciao, ciao.